Denis, c'est toi le meneur de jeu, hein? À toi de jouer. Alors écoute, Marc, euh, un tour d'horizon avant de commencer. Y a-t-il avec nous des nouvelles têtes ce soir? Non, nous connaissons tout le Non. monde. Nous-mêmes, on recommence. Il y en a un qui s'appelle Admin. Je l'ai appelé Jean-Claude Auriol. Je ne sais pas si. Oui, mais je ne sais pas pourquoi je suis invisible. Non. En tout cas, je ne me suis pas trompé là. Non seulement tu es Oui, invisible, tu t'es pas trompé, c'est bien moi. Bon, qu'est-ce Non, qu'on donc, fait? J'essaye de partir pour revenir. Je ne sais pas pourquoi je suis invisible. Ma caméra marche apparemment. non seulement tu non, es invisible, donc, mais je tu passe t'avances vite. encore. Oui. J'avais prévu de saluer les nouveaux, un accueil. C'est pas le cas. Donc, c'est un paramètre qu'il faut que nous suivions quand même. Euh, je reviens 30 secondes, puisque aujourd'hui, on est dans un cycle qui va démarrer avec l'énergie, j'en parlerai tout à l'heure, et le cycle de l'année 2022. Et vous savez on a essayé d'élargir les conférences en intéressant les groupes professionnels. Et pour intéresser les groupes professionnels, il a fallu que nous leur expliquions ce qu'était quand même le cercle. Et je vous lis rapidement une fiche que Marc envoie à tout nouveau, je dirais, intéressé par venir nous expliquer sa carrière, peut-être également son expérience et peut-être déboucher également sur un avenir des technologies qui est quand même notre secteur. Et Marc leur envoie un bilan des activités de 2021, ça vous intéressera à tous. Nous avons conduit 12 réunions à bâton rompu. Il y a eu 3 réunions animées par les candidats à la présidence. Vous vous souvenez un peu de cette primaire qui a laissé des traces positives pour le cercle, puisque aujourd'hui, le président qu'on avait supputé à l'époque par sa bonne présentation, il est président. Son second, on l'a apprécié également. Et son troisième, Mathieu, je pense qu'il ira loin également. Donc il y a eu ces trois séances à thème, 6 animées par les Aixois 152. Là, malheureusement, il note que nous sommes un peu en retard par rapport à la 150, donc nos chers anciens, qui sont à 10 réunions animées. Bravo. Et quand on voit ces chiffres, on ne les imaginait pas qu'effectivement, chemin faisant, autour de nos grands anciens, ils arrivent à 10 séances. Il y en a eu 5 animés par des parents, épouses, fils, petits-fils et frères, et d'autres viendront. J'en vois ici qui pensent aux Martigues. Je vois également Madame Alfred qui va remettre ça sur la culture venant du Pays Basque, et c'est très bien comme ça. Et 4 animés par des amis des cercles ou extérieurs au cercle. Donc voilà un peu un petit inventaire qu'il faut quand même avoir dans notre crédit de l'année 2011 qui a été tourmenté, mais qui n'a pas donné de défection au niveau de nos séances Zoom. Et donc, qu'est-ce que je vois également qui peut vous intéresser c'est la fiche programme que nous donnons aux nouveaux. Le cercle se réunit via Zoom à 17h tous les mardis, donc c'est une routine qui prend corps déjà, et il est certain que dans notre subconscient, les mardis 15-17 signifie cercle de l'aigle longue, et qu'on écarte tout ce qui est autre que ce cercle-là. Les réunions sont enregistrées, vous savez, et vous pouvez les revoir une par une. Ça m'arrive, moi, quand je veux voir un peu la continuité des idées, puisque Marc m'a confié quand même le fil conducteur. Pour avoir le fil conducteur, il faut que je démarre aux premières séances. Et là, il est facile de retrouver nos premières séances. Donc, ce cercle a été constitué à 2 ans environ maintenant. Nous serons à 2 ans autour du mois de mars-avril. Donc, on commence à voir de l'antériorité et c'est très bien comme ça. Donc voilà un peu un premier flash de ce que j'avais prévu de développer avant les interventions que j'appellerais lourdes. Un petit retour à la séance du 11 janvier.
la séance de 11 janvier, on a vu apparaître pour la première fois un représentant du cercle, du groupe professionnel conseil en entreprise, Michel Gérine, Cluny 87. On lui a posé des questions et une question est venue après, hors séance, bien sûr, que nous recevons très bien avec Marc, qui consistait à dire finalement que la bonne question à poser à ceux qui viennent parler de leur carrière dans les groupes professionnels, c'est de nous expliquer comment ils ont peut-être quitté un grand groupe pour s'organiser à ce qu'on appelle aujourd'hui benoîtement des starting, des jeunes créateurs d'entreprises, hein, les démarches administratives, juridiques, financières, et puis associatives. Et j'avoue que nous posons cette question aux autres qui sont programmés, j'en parlerai tout à l'heure. Donc, nous verrons un peu comment ces groupes professionnels, puisque la question était posée également, en quoi un groupe professionnel peut-il intéresser les jeunes promos et puis également les futurs Gazza. Autrement dit, est-ce que créer des startups, oui, cherchez le terme, comment créer une start-up, c'est au goût du jour, et ceux qui l'ont déjà vécu dans les groupes professionnels peuvent être une transmission, une courroie de transmission, encore une fois, un jargon un peu belois, pour intéresser les jeunes. Toujours dans cette démarche, en quoi on peut attirer des jeunes à nos activités. J'ai noté également, Michel Jury nous avait promis une date pour une émission spéciale qui va couvrir la totalité de la vision des cercles professionnels. Elle a lieu demain soir, groupe pro demain soir, mercredi 19 janvier à 19h. Et si vous trouvez ça dans votre messagerie, il faut cliquer sur quelque part l'indication qui vous est donnée si vous voulez assister maintenant à une vision globale de ce que font les cercles, les groupes professionnels, et je serai partie de l'auditoire. Quelques infos IENA également. Attends, je te coupe là-dessus, Denis. Justement, oui. Dans la prospection des groupes professionnels, j'avais oublié, mais je me suis excusé, le zido des groupes professionnels, c'est-à-dire le dénommé Frédéric Midi, qui m'a répondu et qu'il allait en parler justement à la télé AM. Donc, demain soir, il dira 2 mots de ce qu'il sait de nos travaux, alors. C'est ce que tu penses? Oui. Je lui ai envoyé, le papier. Alors, m'excusons de ne pas l'avoir mis dans la boucle, mais maintenant c'est fait. Il sait ce que c'est nos Zooms. Non, mais nous tirons dans le même sens. Parfait. Info d'IENA, bon, la nouvelle dirigeance se met en place et je note que les recommandations que nous avions données lors des présentations, d'être proches des groupes provinciaux, ils l'ont retenu et le 4 et 5 février, le bureau de IENA se déplace en Aquitaine, à Bordeaux. Et on va leur faire un tapis rouge, vous en doutez, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on voit quand même IENA qui se déplace en province. Et j'espère qu'un jour, on va les attirer quelque part au cercle de l'Aigle Longue, autour du domaine de Marc. Ouais. Tu es prêt à les recevoir, Marc? Voyons. Oui, le classement intéressant, on a gagné 2 places, on passe de 17 à 15 sur les classements classiques de la revue de l'étudiant. Pas l'usine nouvelle qui nous aime pas trop, je ne sais pas trop quoi, il y a eu un problème avec l'usine nouvelle, mais sur les autres revues comme Valeurs Actuelles et autres revues, on signale que l'ENSAM a gagné 2 places, on passe de 17 à 15, donc il y a encore du boulot. Une information qui m'a inquiété, une enquête sur les salaires d'ingénieurs, dont on pense qu'en Europe, les ingénieurs français sont surpayés. Alors, il faut se méfier je dirais, de fake news de ce type-là, parce qu'au-delà de ça,
s'ils sont surpayés en salaire, c'est que les retraites également doivent être peut-être choquantes pour ceux qui les analysent. Donc, soyez vigilants. Il ne faudrait pas qu'on touche quand même à ce qui nous arrive tous les mois pour survivre, tout ce qui est autour de moi. Là. Affaire à suivre. Ensuite, j'ai noté, oui, l'annuaire va passer, il sortira que chaque 2 ans. Et là, je suis un peu malheureux parce que il se peut qu'il y ait des choses qui nous échappent d'une année sur l'autre, mais peut-être pour des affaires, pour des paramètres budgétaires, on aura l'annuaire papier que chaque 2 années. Et pourtant, Dieu sait si j'en fais un outil de travail, moi, tous les jours. Donc ça, c'est à suivre également. Les palmes. Je découvre qu'à l'occasion de la remise des palmes, à tous ceux qui nous quittent, hélas, et je considère que les palmes, c'est la dernière étape de la fidélisation, la fraternité Gaza, c'est l'image que nous donnons à la famille lorsque ces palmes-là sont déposées sur le caveau ou cercueil d'abord. Ça a une symbolique très forte que ceux qui ont proposé, assisté et offert les palmes à la famille savent combien ce geste-là est bien apprécié. Et j'ai découvert qu'il n'y a pas de formalisme dans l'annuaire, on n'en parle pas, et c'est une affaire locale au niveau des groupes régionaux qui demandent à avoir quelques palmes en stock pour suivre les affaires douloureuses de nos camarades. Et il n'y a rien qui dise un tel a eu les palmes, l'autre les méritait mais les a pas. Voilà. Oui. Donc, je vais remonter vers Iéna pour savoir exactement ce qui se passe. Et maintenant, j'ai terminé ce que j'appelle mes petites brindilles rompues. Ce n'est pas des bâtons, c'est des brindilles rompues. Et avant d'attaquer le programme qui vient là, j'ai noté si Serge est là. Est-ce qu'il est là, Serge Delaunay? Oui, je suis là, oui, bonjour. Bonjour à tous, oui. Il est là, Serge? Oui. Alors, je vais te passer la parole pour que tu nous démontres en quoi effectivement il faut que nous soyons aujourd'hui très attentifs et ayons quelques bougies à portée de la main pour qu'effectivement, vous la voyez ma bougie? Non. Mets-la devant toi, Denis. Voilà. Là, voilà. Voilà la bougie qu'évoque Serge dans la conclusion de ces points négatifs sur la gestion de l'énergie aujourd'hui en France. Alors, à toi, Serge, quand la bougie sera achevée, je te couperai le micro. Moi, je vais essayer d'être bref et le plus concis possible pour faire quelques rappels. D'abord, je vais commencer par… alors, mon propos est un propos d'ingénieur. Hein. Ce n'est pas un propos de politique, d'accord? Donc, je vais quand même faire un rappel pour l'influence des anglo-saxons et de Margaret Thatcher en particulier auprès de l'Europe, qui considéraient que l'électricité était un bien marchand comme un autre. Et nous, comme des cons, on a suivi ce truc. Or, l'électricité n'est pas un bien marchand comme un autre, elle n'est pas stockable et elle est très volatile. L'Europe ensuite a dit, mais qu'est-ce que c'est que cet EDF? Qu'est-ce que c'est que le gaz de France? Vous avez une majorité et nous, Européens, on aime bien la concurrence, donc il faut faire de la concurrence. Je m'éloigne parce qu'il y a la réunion de promo là. Oui. Donc sous l'influence de Yves Cochet, de Ségolène Royal, j'en passe et des meilleurs, on a voulu rendre l'EDF concurrencé de façon très fictive. Les gens ont dit on va obliger l'EDF à vendre le quart de sa production nucléaire à un prix de 42 € le mégawattheure. Alors, le quart de la production nucléaire, ça fait à l'époque 100 TWh. Donc, l'EDF a mis sur le marché
100 TWh nucléaire qu'il a vendu à un tas de concurrents. Donc, c'était une concurrence fictive. EDF disait, oh, ça va nous prendre quelques dizaines ou quelques 100 000 clients, on n'en a rien à foutre puisqu'on en a 32 millions. Manque de peau, ces petits ont fait des grosses rivières et certains sont arrivés avec des portefeuilles très importants, dont en particulier le grand frère Bedbeder, qui avait, après avoir fait fortune dans l'informatique, a acheté, a créé Poweo, rappelez-vous. Et puis ce Poweo, il a fait des démarchages forcés. Enfin bref, il a réussi à avoir 300 000 clients. Et il faut savoir qu'un client, un fichier client, ça a une valeur fictive d'à peu près 10 000 euros. D'accord? À peu près. Ça peut monter à 10 000 euros le client. Donc 300 000 clients, 3 000, enfin, vous voyez un peu ce que ça représente. Bref, Bedbeder a donc revendu ça aux Autrichiens. Il a fait fortune et bien d'autres ont voulu suivre son exemple. Jusqu'à Michel-Édouard Leclerc qui a dit « Moi, je vais vendre du courant pas cher ». Et il y a quelques gogoles qui, au bout des caisses, ont pris des tickets pour acheter de l'électricité chez Leclerc. Sauf que Leclerc, au mois d'octobre, avec la flambée de l'électricité, on verra après, il a envoyé des mails à tous ces gens-là en disant « Dans 15 jours, vous n'avez plus de courant ». Donc, du coup, EDF a récupéré tout ça. Et l'action d'EDF, à ce moment-là, est remontée de façon assez sensible. Je vous rappelle que l'EDF, l'action a été mise sur le marché à 32 euros, elle est montée à 84 euros, et là, aujourd'hui, elle est à 8 euros. Alors, donc, non content d'avoir un ARENH à 100 TWh, compte tenu du fait que le prix de gros européen est passé en gros à 52-55 euros le mégawattheure, donc les gens faisaient du bénéfice, plus ou moins. Faut savoir que nous, on produit, enfin Fessenheim qu'on a arrêté, il sortait le mégawattheure à 32 euros. Donc si on le vend à 42, on gagne encore 10. Enfin bon, c'est pas. Vous savez qu'actuellement, le prix moyen de mégawattheure sur l'Europe, là, en marché spot, il est à 350 euros. Donc, il y a une dérégulation complète qu'on avait subordonnée, qu'on avait prévue. Manque de peau, à l'époque, il y avait un syndicat très puissant, l'EDF, qui s'appelait la CGT, qui était pro-nucléaire, grâce à qui on a pu faire ce grand programme nucléaire, il ne faut pas l'oublier, pourtant je ne suis pas communiste, mais ce que faisant le discours de Segui à Dampierre en 1976 a donné carte blanche pour le grand programme Messner. Manque de peau, avec toutes ces évolutions politiques, la CGT, elle s'est mélenchonisée. Mélenchon a mis la main sur la CGT, sur une partie des communistes, et du coup, on se retrouvait avec des camarades CGT qui étaient un peu perdus, mais qui avaient perdu de leur superbe et qui n'étaient plus aptes à couper le courant et à mettre la France dans le noir pour dire arrêtez vos conneries. Là-dessus, je passerai également rapidement sur l'histoire des barrages des concessions hydrauliques, mais là, on ne va pas en parler, il y en a pour des heures à en parler. Donc, Bruxelles nous fait chier, quoi, pour être clair. En fait, c'est l'Allemagne qui dirige Bruxelles, et on a un ministre de l'économie qui s'appelle Bruno Le Maire, qui, je pense que vous le savez, il est agrégé d'allemand, le mec. Hein. Et donc, lui, quand il voit la mère Merkel, ils sont tous contents, ils doivent parler ensemble, Macron ne doit pas comprendre. Toujours est-il que ce connard d'un Le Maire, il vient de décider qu'EDF allait monter l'ARENH, accès régulé à l'électricité nucléaire historique, non pas à 100, mais à 125 TWh, boum, et qu'en plus, alors, et par contre, au lieu de 42 euros, on va lui acheter 46 euros. C'est bien joli tout ça. Il a fait ça il y a 3 jours. Mais là, actuellement, le prix est à 250. Donc, l'action d'EDF, elle est tombée, vous le savez, à 8. D'ailleurs, ils l'ont retirée de la cotation. Bon, tout ça pour dire que… alors, je vais parler de 2 minutes du gaz et après, on viendra sur ce qui se passe sur les centrales actuelles. Alors, le gaz. Alors, vous savez que j'ai en préparation depuis maintenant 1 an un exposé sur la géopolitique du gaz naturel que je n'ai pas le temps de terminer. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que d'ici fin février, les Russes ils vont couper ce qu'on appelle le Yamal. Le Yamal, c'est le grand gazoduc qui va en Ukraine et qui descend en Roumanie. D'ailleurs, c'était mon gaz qui venait de Russie que j'avais en Roumanie. Et après, il va en Bulgarie, il va au sud de l'Europe. Et donc là, Poutine, qui est le maître de l'Europe, il ne faut pas croire, hein, Poutine, il coupe le gaz fin février. Donc l'Ukraine n'aura plus de gaz par le Yamal. Tout ça en réaction avec les discussions actuellement qu'il y a sur l'Ukraine.
En parallèle, vous savez qu'il y a le Nord Stream, c'est donc le grand gazoduc. Donc les Allemands ont voulu contourner l'Ukraine avec un grand gazoduc qui va directement de Russie jusqu'en Allemagne. Il y avait le Nord Stream 1, mais ce gazoduc était saturé, ils ont fait le Nord Stream 2. Le Nord Stream 2, ça a été bloqué pendant à peu près 2-3 ans par Trump d'ailleurs, qui voyait mal le fait que les Russes allaient vendre du gaz alors que lui, il voulait vendre son gaz liquéfié qui tenait du gaz de schiste liquéfié. Et donc, ce Nord Stream 2, il a été bloqué, il ne restait plus que 40 km à faire, mais dans les eaux territoriales allemandes. Et là, finalement, ça s'est décoincé. Le Nord Stream 2, il est rempli de gaz, il est prêt à fonctionner, donc il a fait ses essais sous pression, mais la vanne n'est pas ouverte. Mais je pense qu'elle va l'ouvrir quand le Yamal va fermer. Donc, tout ça pour vous dire qu'on assiste à un grand bordel énergétique que nous, on avait prévu, rappelez-vous les conférences que je vous avais faites. Alors, la situation aujourd'hui en électricité, avant que je parlerai après des réacteurs, est la suivante. En février 2012, on a eu 102 gigawatts de puissance sur le réseau. D'accord ? 102. C'est le maximum qu'on a fait pendant les grands froids de février 2012. À l'époque, on avait du charbon, du fioul, il y avait Aramon d'ailleurs, il y avait donc en pointe, il y avait des turbines à gaz, il y avait la cogénération, et il y avait le nucléaire avec 58 tranches qui ont toutes fonctionné plein pot. Là, aujourd'hui, on est à combien à votre avis ? 70. 70. Voilà le résultat de la politique de merde qu'on a depuis 10-15 ans avec tous les cons qui nous dirigent. Et là, je mets dans le même sac Hollande, Sarkozy aussi. Sarkozy a fait le con avec Kosciusko Morizet. Et puis, ne parlons pas du Macronet. Donc là, on a 70. Là, ce soir, on a 85 gigawatts. Je viens de voir, on a 85 gigawatts appelés. On en produit 70. On en achète 15 à un prix démentiel. Démentiel. Demain, on va avoir une pointe à 86. Et encore, on n'a pas à se plaindre, il ne fait pas si froid que ça, hein, surtout chez nous, il y a du soleil. Donc, c'est vraiment la catastrophe. Alors moi, je me souviens, à l'époque, j'avais essayé de défendre Aramon, quand on voulait fermer. Aramon, c'était une centrale vieille, mais pratiquement neuve, elle avait très peu fonctionné. Mais Aramon, c'est 2 fois 700 mégawatts. C'était la plus grosse centrale au monde, au fioul, au monde, je dis bien, hein, de pointe. Elle fonctionnait... À l'origine, elle fonctionnait beaucoup, mais vers la fin, elle travaillait 80, 100 heures par an maximum. Mais quand on avait besoin d'elle, boum, elle était là. Et pour vous donner un ordre d'idée, on alimente le Gard avec 600 mégawatts, on alimente l'Hérault avec 850 mégawatts et on alimente Paris avec 1300 mégawatts. Aramon faisait 1400 mégawatts. J'ai essayé de la défendre en disant, mais effectivement, elle brûle du fioul à haute teneur en soufre, mais il y a le Mistral, ça s'en va dans la mer, et elle tourne que 80 heures. Donc, on va faire 80 heures divisé par 8760, ne vous emmerdez pas avec la pollution. Ce même raisonnement a été refusé à l'époque pourtant, j'ai fait ça avec le numéro 2 d'EDF, qui est un copain. Il m'a dit, on peut pas défendre ça auprès du ministère de l'Environnement. Or, qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 semaines? Ce même raisonnement, il a été appliqué pour laisser Cordemais au charbon en fonctionnement. Puisqu'ils ont arrêté Fessenheim, il fallait trouver un pis-aller. Donc, on a le Havre 4 et puis les deux Cordemais au charbon qui crachent plein pot. Alors, eux, ils sont plein pot depuis à peu près un mois bientôt. Le ridicule ne tue plus. On a effectivement, là je finirai au niveau politique, il y a un seul ingénieur qui est à l'exécutif. C'est apparemment le seul mec que j'écoute et qui n'est pas trop con quand il parle, c'est Jean-Baptiste Djebari, qui était un ingénieur et qui était pilote de ligne. Bah, écoutez-le bien, vous verrez, il dit pas trop de conneries. Tous les autres, à dégager. Je vais voter blanc bientôt, parce qu'il n'y a rien d'autre. Alors maintenant, pour revenir au réacteur. Alors là, on a une grosse tuile, là. Une grosse tuile qui a été découverte sur Civaux 1. Alors, vous savez qu'un petit rappel, on avait d'abord fait des 900 mégawatts, comme Fessenheim. Ensuite, on est passé au palier de 1300 mégawatts. Et puis après ça, le palier de 1300 mégawatts, on l'a francisé, parce que le 1300 mégawatts, c'était des inches et des pounds par square inch quand on le calculait. Et le premier réacteur tout à fait français en millimètres et puis en décanewtons, c'est chose B1, qui fait 1450 mégawatts.
On a fait 4 N4, chose B1, chose B2, Civo 1, Civo 2. Il tourne à la perfection, mieux que prévu, parfois il crache 1500 MW en fonction donc de la source froide. C'est très, très difficile de calculer a priori la puissance d'une centrale, parce que, bon, je ne vais pas vous faire des cours, enfin, vous connaissez mieux que moi le diagramme de Mollier, hein, Carnot. Si vous avez une très, très bonne source froide, vous pouvez encore tirer des mégawatts. Et on a eu la surprise de tirer 80 mégawatts de plus sur tous nos 1300 et surtout sur le N4, donc, qui était le dernier palier français et qui était extraordinaire, que l'EDF voulait faire à la place de Flamanville. N'oubliez pas que je vous ai toujours dit que l'EDF ne voulait pas de l'EPR. L'EPR, c'est encore une fois de plus les Allemands, avec donc la grande amitié franco-allemande, Kohl-Mitterrand, avec toute la merde que ce qu'il en a suivi. Lors des contrôles décennaux de Civo 1, ils ont vu donc des fissurations dans le métal de base d'un coude moulé austenitique forgé par induction. Donc, c'est des coudes cintrés par induction. Et c'est un coude qui est sur juste sous les boucles primaires. C'est un coude par lequel on a l'injection de sécurité au cas où il y a un gros incident sur le réacteur. Il y a 2 piquages comme ça et 4 autres. Enfin, en gros, il y a 6 piquages de ce genre qui sont effectivement juste sous la boucle primaire. Alors, ma première réaction, donc moi, je travaille dessus. Je viens de finir à l'instant un papier, d'ailleurs, pour la direction de l'EDF sur ce que je pense de ce truc-là pour le quid du N4, quid de l'EPR. Donc, moi, j'ai tout de suite pensé à effectivement de la propagation de fissuration intercristalline dans le coude forgé. Donc, il y a eu un grossissement de grains lorsqu'on l'a cintré et qui a été très chauffé quand on a soudé la tuyauterie, le coude sur la tuyauterie. Parce que la première passe de racine, on les fait en TIG, et le TIG, la torche inerte gaz, il y a de l'énergie de soudage qui est beaucoup plus importante qu'à l'électrode enrobée parce qu'on soude lentement. Et donc, on va chauffer le métal de base du coude et donc on va donc un peu le sensibiliser. Ensuite de ça, ce coude, il est juste sous la boucle, la branche chaude. Et la branche chaude, elle est chaude, donc elle monte à 323 degrés, elle se dilate, surtout c'est de l'inox. Le coefficient de dilatation de l'inox, c'est énorme, c'est 17, 10-5, l'acier noir, c'est 12, 10-5. Donc, cette branche chaude, elle va bouger. Donc, le coude, il faut qu'il la suive. Mais ce coude, en fait, dedans, il n'y a pas d'eau chaude. Enfin, c'est, comment dirais-je, l'eau qui est dans ce coude, elle ne vient que s'il y a une injection de sécurité pour noyer le réacteur. Donc, il n'y a pas de circulation dans le coude. Par contre, il y a des points morts. Moi, je pensais effectivement à des endroits, on a de l'acide borique pour calmer la réaction nucléaire. Et on a parfois trouvé dans des branches mortes de nos tranches des concentrations d'acide borique. Donc, moi, je pensais à ça, donc de la fatigue thermique. Ça bouge, ça vient, ça bouge, et puis à un moment donné, ça s'ouvre. Ils ont mis au point des contrôles ultrasonores qui rentrent dans l'inox et qui peuvent donc voir ces corrosions sous contrainte. Ils ont donc automatiquement décidé de voir la même chose sur la tranche 2 de Civo. Ils ont trouvé également des fissures. Donc là, l'ordre a été donné d'arrêter chose B1 et chose B2, puisque c'est également l'intérêt de travailler par palier. Depuis le 250 MW, l'EDF travaille par palier. C'est le palier 250, le palier 600, le palier 700 avec seulement 2 tranches à Ramon et puis près de Nantes, la Cordemais. Ensuite, les paliers 900 MW nucléaires, le palier 1300, le palier N4 450. Donc, l'intérêt de travailler par palier, c'est que si on a une couille quelque part, il y a de grandes chances que ce soit la même chose sur les autres. Donc ça va dans le sens de la sûreté, contrairement à ce qu'on peut entendre sur les fonds. Alors là, manque de peau, à chose B1 et chose B2, il y a la même chose. Il y a la même chose. Et puis, je vous parle en connaissance de cause. J'ai là la lettre qui a été envoyée le 14 janvier à l'inspection, à l'ASN. Vous voyez, voilà la liste de tous les défauts. Donc là, vous avez chose Civo 1, Civo 2, chose B1, chose B2. Et malheureusement, une cinquième qui n'est pas du N4, qui est Panly. Donc à Panly 1, ils ont trouvé le même défaut. Là, ça devient chaud. Là. Donc, moi, mes conclusions pour le moment, c'est que c'est de la corrosion sous contrainte, et cette contrainte, elle a été apportée au montage. Lorsqu'ils ont accosté ces grosses tuyauteries, ils ont dû tirer dessus,
Donc, on a soudé, machin, etc. Et puis, bon, je pense que cette petite fissuration était déjà préexistante. Alors, il faut voir quand même qu'à Civeau 1, il y a une fissure qui fait à peu près 1,5 mm de profondeur, mais qui fait pratiquement 200 degrés de circonférence. Donc là, c'est du sérieux. Là. Donc là, il y a 5 réacteurs au tapis. Il va falloir… Alors là, l'EDF, il a réagi de façon extraordinaire, puisque moi, j'ai eu le premier truc le 15 février. Et puis, vous voyez, là, on est donc le 15 janvier. Et j'ai déjà les micrographies, les soudures, les coudes qui ont été coupés quand même. Seulement, c'est ce qu'on appelle des réacteurs chauds. On dit qu'un réacteur est froid quand il est tout neuf, et on dit quand il est chaud, quand il est radioactif. Est-ce que vous imaginez un petit peu les hommes REM, donc la consommation de ressources que ça représente? Parce que là, les contrôleurs d'ultrasons qui font ça, ce n'est pas des kikis. Hein. Et donc là, on est en train de cramer tous nos contrôleurs. Vous voyez un peu le truc? Serge, pour te Oui. permettre de reprendre ton Est-ce que ça vous souffle, semble clair tout ça? mais j'ai une question technique. Je n'avais pas fini, mais vas-y, oui. Dans ton dernier pamphlet, Last but not the least, tu dis que il est vrai qu'on vient d'avoir nos 4 plus gros réacteurs au tapis pour un problème consécutif à des tensions de tuyauterie causées par des normes de tenue au séisme. Ouais, je vais y venir. Tu peux développer ce point? Ouais, bien vu. Alors, je vais y venir. Alors ça, à mon avis, c'est là. D'ailleurs, dans la lettre écrite d'ailleurs par un Gazar, adjoint de la production nucléaire d'EDF actuelle, c'est un petit gars qui s'appelle Régis Clément. Il est de la Chalon 90, donc il aurait pu être presque un de mes filleuls. Et puis là, je rebondis sur Denis, j'ai ouvert mon annuaire. Eh ben, il est en italique. Ah. Comme, tenez-vous bien, comme 46 autres de sa promo. Il y a un truc. Et là, on tombe dans les… Bon, allez, c'est un autre débat. C'est les années 90. Bon, bref. Alors, quand on a eu les nouvelles normes, ah oui, juste un truc au passage, c'est qu'à priori, sur le 900 MW, on n'a pas ce défaut. Ouf. Sinon, là, la France est dans le noir. Hein. Bon, alors, pour répondre à la question de Denis, c'est la question là, très pertinente. Je vais parler de Fukushima. Fukushima, il y a eu un séisme extraordinaire, vous le savez. Je ne parle pas du tsunami, hein. Moi je parle de la tenue mécanique du réacteur. D'accord ? Fukushima, c'est une conception des années 1960 américaine, hein, par General Electric. Ce n'est pas les Japonais. Hein. Par contre, il y avait effectivement des Japs qui disaient il ne faut pas faire une centrale ici, vous êtes au croisement de 3, pas fissures, mais comment on dit, failure, 3 failles. Bon, bref. Mais, tenez-vous bien, ce vieux réacteur, il a subi un Richter de 9,2. Un Richter de 9,2, tu ne tiens pas debout. Hein. C'est pas un frisson, ça, oui. C'est énorme. Et les gens, c'est logarithmique. Entre un Richter 8 et un Richter 9, c'est un coefficient 100. Enfin, je ne sais plus pas, c'est énorme. Or, qu'est-ce qui s'est passé? On a une seule soudure qui a pété sur Fukushima. Une seule. Ce qui prouve bien que nos calculs au séisme, ils sont vachement bons et que nos réacteurs, ils tiennent au séisme. Mais celui-là était de 1960, la conception. Et nous, si vous voulez, pour calculer un réacteur, moi j'ai vu ça en Chine, on fait ce qu'on appelle, on détermine le séisme maximal historiquement, le SMHS, le séisme maximal historique, je ne sais plus ce que ça veut dire, bref. Donc pour faire ça, on regarde toutes les archives, on remonte dans le Moyen-Âge, tout ça, on regarde à tel endroit, est-ce que le clocher de l'église est tombé, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc à partir d'indications comme ça, les murs qui se fondissent, les clochers d'église qui tombent, les messins, etc., on en déduit donc une carte sismique du site. Une fois qu'on a ce truc-là, on prend le SMHS et on lui fout un demi de Richter en plus et ça devient le SMS.
Ça devient le séisme maximal de sûreté. D'accord? Et en plus de ça, à partir du 1300, on imagine qu'il y ait un LOCA, c'est le pire accident qu'il y a sur un réacteur, c'est le loss of coolant, loss of coolant, je ne sais plus quoi. Ah, comme. Bref. Donc, c'est la perte du fluide primaire. Et donc, on calcule le réacteur pour un LOCA plus la moitié du SMS. Donc, on imagine qu'il y a une perte, une rupture guillotine franche d'une tuyauterie de 700 mm de diamètre, de 7 cm d'épaisseur, rupture guillotine franche, plus la moitié du séisme maximal de sûreté. Donc, pour répondre à Denis, toutes nos tuyauteries sont effectivement avec des DAB, dispositifs anti-bloquants, anti-débattement, les DAB, des DAB, et puis donc des supports, des points fixes et des supports glissants. Et ce qui manque dans ce papier qu'avait fait le petit Gazard, c'est la position des supports par rapport au dessin qu'il a mis. Il a mis des beaux dessins. Moi, j'ai dit au mec que là, ça manquait un peu de recul. Voyez, est-ce que vous voyez l'isométrique là? Vous voyez l'isométrique? Bon, mais là, on ne voit pas où sont les points fixes et les points glissants. Parce qu'en fait, ce qui se passe, à mon avis, c'est que ces contraintes, elles sont également dues au fait qu'on a les ceintures, les bretelles, et puis la ceinture de chasteté, et puis le préservatif vis-à-vis du séisme. Et on oublie le fonctionnement normal du réacteur qui doit doucement se dilater, doucement se refroidir. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ce que dit Denis, alors moi, on est quelques-uns à dire qu'on a déconné à ce sujet-là. D'ailleurs, depuis, vous comprenez que dans la petite communauté que j'ai, moi, j'ai comme le cercle de l'Aiglon, j'ai 2 cercles d'anciens directeurs d'EDF, on a 3-4 mails par jour. Hein. Et donc, il y en a un alors, il y a des mecs qui ont été en Chine, au Japon, travaillé en Afrique du Sud, en États-Unis et tout. Et là, il y en a un qui m'a envoyé un mail hier en me disant que les Américains, les grands professeurs, les docteurs ingénieurs américains qui étaient aux conceptions des centrales, ils se fendaient la gueule de voir donc effectivement nos calculs au séisme français qui étaient complètement débiles. Alors, une preuve, et j'arrêterai là-dessus. Vous savez que je l'adore et j'espère qu'un jour elle ira en tôle, c'est Madame Levergeon. Alors, Madame Levergeon, quand elle a voulu faire le PR à la place d'EDF, elle s'est plantée à le culotto, c'est EDF qui a tout repris pour redémarrer ce machin. Elle a dit, je vais faire une conception unique avec des supportages allemands et je vais calculer ma tranche pour 0,23 G. Donc, tous les EPR, ils sont calculés à 0,23 G d'accélération horizontale. Donc, Flamanville 3, il est calculé à 0,23 G. Alors, expliquez-moi pourquoi que Flamanville 1 et Flamanville 2 sont calculés à 0,13 G. Non, ça n'enlève pas le charme d'Anne Lauvergeon, la porteuse d'attaché-case de monsieur le président de l'époque. Oui. Elle a un tel carnet d'adresses, elle a tellement le bras long qu'elle ne va peut-être pas y aller en tout. Mais c'est pas dit. Tu as terminé ton pamphlet, tu nous as mis en garde, approvisionner des bougies, c'est ce que j'ai fait. Et alors, c'est amusant, dans ton pamphlet, tu traites nos éoliennes de capricieuses. Or, je venais de Narbonne tout à l'heure, et dans plein soleil, tu t'en doutes, il y avait toutes les éoliennes de la crête de Fitou qui tournaient tranquillement, qui illuminées par le soleil. Elles étaient belles et je me disais, elles force pour alimenter nos kilowatts. Chapeau les éoliennes. Donc, je fais partie de ceux qui préfèrent une éolienne qu'une cheminée qui fume avec des escarbilles noires. Voilà. Ah, je suis d'accord avec toi. Mais sauf que la cheminée qui fume, elle démarre n'importe quand, même la nuit, même quand il y a du vent ou pas de vent. Et puis que les éoliennes des trampoles, il y en a qui tournent, il y en a qui tournent lentement. C'est tout simplement, elles sont alimentées par l'EDF pour pas que les pales se brillent. Alors, j'ai sorti de ce texte parce que tu continues en disant quand même, elles ne peuvent garantir la tension et la fréquence du réseau. Alors, tu me fous les éoliennes par terre. Alors, j'éteins la bougie. Tiens. Comment on est avec ça? Voilà. Alors, merci Serge. Merci pour cette vision. Et tu nous donnes également
deux tartes à la crème intéressantes, une qui montre l'action de l'éolienne et du solaire qui est focalisée au cœur de cette tarte par rapport à la tarte alimentée par le nucléaire qui, elle, est comme une pizza à l'italienne qui va lécher toute la pâte dure autour. Voilà. Ça, c'est beau. C'est bon, hein. Alors, je termine, puisque Marc m'a confié le fil conducteur. Vous constatez qu'il ne faut rien, Marc, ce soir. Hein. Ben, très bien, il faut qu'il se repose un peu. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 18 et on va profiter de cette première séance de ce qu'on a appelé la saga de l'énergie. Je vous rappelle d'où est venue cette idée d'énergie. Quand j'ai présenté le travail et puis la synergie du travail, j'ai évoqué la formule banale de Joule, force par déplacement, et puis on m'a dit oui, mais si il y a du mouvement et de la vitesse, ça devient de l'énergie. Il faudra, c'est Belmont qui a attaqué là-dessus, il faudra donc un jour ou autre matérialiser ce à quoi représente l'énergie. Donc on a prévu quelques séances, et bien sûr que concernant l'énergie, nous avons un maître à penser qui est Daniel Géry, qui est là devant nous, et à qui je vais passer la parole pour lancer donc, disons, 3 séances sur cette saga de l'énergie. Alors, Daniel, comment tu vois ces séances-là? À toi. Eh bien, c'est gentil. C'est gentil. Alors, je dois vous dire la chose suivante, c'est que naturellement, ma formation fait que je n'y connais rien. Et c'est peut-être ma force, parce que finalement, je suis ouvert à tout. Bien. Ceci étant dit, lorsque nous avons commencé, alors d'abord, je vous parle, je n'ai pas de papier. Marc a reçu mes élucubrations il y a à peu près 1h30 ou 2 heures. Donc, je ne les ai même pas relus. Mais moi, en tant que vieil ingénieur, j'ai passé mon temps à me battre contre cette énergie, et en particulier, dans les années, en 1961, je devais rédiger moult rapports techniques. Alors, c'était le bazar, parce que rappelez-vous, on travaillait avec du kilogramme mètre, on travaillait avec de l'ergue, on travaillait avec tout ce qu'on voulait, et moi, je n'y trouvais plus mon compte. Par contre, le 3 mai 1961, la France a décidé par un décret que finalement, on n'utiliserait plus, parce qu'autrement, on paierait des indemnités, des pénalités, pardon, on n'utiliserait plus que les unités internationales. Internationales, je crois, aux États-Unis près, mais c'est un petit pays, donc on n'en parle pas. Bon, et alors à partir de ce moment-là, je me suis mis dans mes rapports à gonfler, je ne sais pas, par exemple, on va dire les vérins, je les gonflais à partir de ce moment-là en Pascal. J'ai serré les boulons en Newton-mètre, etc., ce qui m'a valu des gens qui me disaient, mais alors, on n'y comprend plus rien. Bon, donc, 50 années après, on me dit, on va parler d'énergie. Alors, je me dis, tiens, c'est l'occasion pour moi de régler un petit peu mes comptes avec cette énergie. Et donc, en vieil ingénieur, je suis retourné vers le passé. Et puis, il s'est avéré que des jeunes du type Belmont, Marino, Verdier même, de Launay, un gamin, eux, ils se sont tournés vers le futur, et avec raison, on vient d'en avoir un exemple remarquable. Alors du coup, j'étais en dehors de la plaque, et Marc m'a dit, eh bien, tu devrais quand même écouter l'exposé qu'a fait, comment il s'appelle, Jean Covici, à Polytechnique. Alors, bien entendu, j'ai sauté sur l'enregistrement et j'ai écouté. L'ennui pour moi d'écouter Jean Covici, c'est il parle très bien, il sait de quoi il parle de choses d'ailleurs que je ne connais pas, et surtout, c'est sa grande vertu, c'est qu'il parle plus vite que je ne suis capable d'analyser ce qu'il dit.
si bien qu'au bout de 5 minutes, je suis écroulé, j'y comprends plus rien. Donc, bon. Alors, quand même, étant donné que Marc m'avait dit qu'il faut faire quelque chose, eh bien, ce dimanche, j'ai pris l'exposé de Jean Covici, qui voit d'ailleurs l'énergie tout à fait autrement. Lui, modestement, il regarde ça franchement à l'échelon mondial. Donc, il n'y a pas de différence pour lui entre nous sommes chacun un 600 millionième ou 6 milliardième, un 600 milliardième, pardon, 6 milliardième du truc. Et puis, j'ai donc piqué ces diapos. Et puis, en les prenant une par une, je me suis mis à écouter ce qu'il disait. Et puis, j'ai pris des notes. Et puis, il y a 1h30, j'ai eu fini de faire mes notes. Alors, étant donné que c'est une vision, il donne une vision totalement différente de l'énergie, il voit la chose d'une façon absolument qui m'a étonné. Ça ne veut pas dire qu'il m'a conquis, hein. Il m'a étonné. Je me suis dit que c'était peut-être intéressant, en préambule, de vous présenter comme ça, à chaud, ce que j'en ai tiré. Alors, si vous le permettez, on va le faire. Si Marc, vous me passez la première image, alors je vais bafouiller parce que je n'ai rien préparé. Jean Covici, Jean-Marc pour les intimes, dit la chose suivante, c'est que la planète qui vit depuis 4 milliards d'années, elle a deux choses, des ressources naturelles qu'elle a accumulées, alors que ce soit, nous allons dire, du charbon, du fioul, mais des minéraux, c'est à notre disposition, et c'est enterré. Il a dit, d'un autre côté, il y a des ressources potentielles renouvelables, qui sont le vent, les écoulements d'eau, etc., les différences thermiques, bref. Et à ce moment-là, il a joyeusement, ce monsieur Jean Covici, il a joyeusement sauté, lui, à l'époque, il y a 30 000 ans. Alors il a dit, ben voilà, à 30 000 ans, il n'y avait pas grand problème, parce que finalement, d'abord, nous n'étions que 5 millions sur la planète. Donc, vous représentez la planète sous une forme de tartine et vous beurrez 5 millions là-dessus, ça ne fait pas grand-chose au kilomètre carré. Et donc, ces braves gens vivaient donc avec quoi? Ils avaient à leur disposition tout ce qu'il y avait, c'est très important, sur la planète. L'herbe, les petits lapins ou un mammouth, le cas échéant, etc. Et puis, ils avaient également leurs muscles. Voilà, c'est à peu près avec ça qu'ils ont travaillé. Alors, Jean Covici fait un saut, je regarde mes petits papiers, il fait un saut royalement de 12 millions, pardon, j'ai dit une bêtise tout à l'heure, il y a 30 000 ans, c'est loupé, mais ça ne fait rien. Il fait un saut il y a 12 000 ans et il s'aperçoit de quoi s'aperçoit-on? C'est tout simplement que les ressources naturelles, on les consomme moins vite qu'elles ne se reproduisent, donc pas de problème. Quand les ressources non renouvelables, on pique de temps en temps quelques minerais, quelques trucs comme ça, mais c'est ridicule. Bien. Et puis, Marc, si tu veux passer l'autre, voilà. Alors, voilà à peu près l'évolution de la population sur la planète. Alors, il parle des 5 millions dont on a parlé il y a 12 000 ans, voilà. Et puis, il ne se passe pas grand-chose jusqu'au XVIIIe siècle, en gros, où là, vraiment, on s'aperçoit que la population se met à croître. Alors, Jean Covici situe l'évolution, donc cette montée brutale de la population, tout simplement, par l'industrialisation de la chose. Alors, l'industrialisation de la chose, c'est quoi? Tu me passes la suivante, s'il te plaît? Merci. Voilà. La suivante, c'est que, à cause du siècle des Lumières, où on a commencé à bricoler des machines, on a commencé à s'apercevoir qu'il fallait que d'abord, les ressources naturelles non renouvelables étaient essentiellement
des énergies potentielles thermiques. Donc, on a commencé à sortir du charbon. Ce charbon nous a permis de construire avec, en plus de ça, nos petits muscles, tout un tas de petites choses. Mais en brûlant le charbon, il y avait quand même le CO2 qui finalement était généré. Mais on en parlera tout à l'heure. Et tout va bien sur le meilleur des mondes. Ce qu'il faut préciser quand même dès à présent, c'est que les ressources, qu'elles soient naturelles, renouvelables ou non renouvelables, sont gratuites. Il suffit de les prendre et ensuite ce que l'on paye, c'est la façon de les prendre et de les utiliser, mais en elles-mêmes, intrinsèquement, les énergies sont gratuites. Bien, alors on continue. Petit à petit, les machines se mettent, la population croît énormément, comme nous l'avons vu, pour diverses raisons. Et de quoi s'agit-il? Donc, à un moment donné, l'homme a fini par accumuler des ressources. C'est-à-dire que ça s'appelle du capital. Et ce capital, petit à petit, il va le réutiliser le cas échéant. Et on va monter, si vous voulez. Et l'image d'après. Ah, c'est la même. Bon. Ah non, reviens un petit peu en arrière, s'il te plaît. Il ne veut pas. J'ai mauvais caractère. Bon. Tu peux revenir en arrière, s'il te plaît? Non. Ou alors en avant. Vas-y, Marc, vas-y en avant. Va. Oui. Voilà. C'est ton choix. Bon, alors là, on a fait un grand pas. Hein, on a fait un grand pas, mais ça ne fait rien. Ça va nous simplifier les choses. Ce qu'on voulait dire, c'est la population donc, augmente de plus en plus, les besoins augmentent de plus en plus, et alors Tu passes à ça. Non, dans l'autre sens. Avance. À l'avant. C'est la pagaille. Je vous l'avais prévenu, vous l'aurez. Encore, s'il te plaît. Ça, voilà. Donc, ce que l'on voit, c'est qu'à partir du milieu du 19e siècle, par contre, la consommation en énergie commence à croître. Et qu'est-ce qu'on va utiliser comme énergie principalement? C'est le charbon. Hein? Alors, je ne sais pas d'où vient cette courbe. Vous m'excuserez. D'où vient cette courbe, mais ce que s'aperçoit, c'est que tout augmente gentiment jusqu'à pratiquement après la Deuxième Guerre mondiale. À partir de ce moment-là, on commence à voir monter en puissance l'énergie pétrolière, puis c'est en orange, puis on voit monter l'énergie gazière de plus en plus. Et ce qui est quand même très important, et ce qu'a fait remarquer M. Jancovici, c'est qu'aucune des énergies n'efface l'autre. C'est-à-dire qu'au fil des ans, nous avons empilé les productions d'énergie sans jamais se dire, par exemple, bon, le pétrole, c'est meilleur que le pétrole, c'est meilleur que le charbon, donc on élimine le charbon. Donc, nos besoins sont allés, nous sommes des énergivores, toujours plus. C'est ce que dit, racontait, je crois, François de Closet en disant toujours plus. Voilà. Bon, allons un peu plus loin, s'il te plaît. L'image d'après. Voilà. Bon. Et maintenant, si l'on parle de l'électricité, en fait, cette énergie électrique n'en est pas une, vous le savez tous, c'est pour moi, c'est une énergie de transport, de transformation, mais on la crée toujours, soit avec du charbon, du gaz, du nucléaire, de l'hydro, tout ce que vous voudrez. Et on s'aperçoit d'une chose, c'est que depuis 1800, c'est marqué 1885, notre production d'électricité mondiale ne cesse de monter qu'à 500 TWh par an. Hein, c'est, je crois, alors là, je dis peut-être de grosses bêtises, mais enfin, le principe est là. Bien. Et si on regarde quand même, c'est que cette énergie mondiale, si on ajoute le charbon, le gaz,
le pétrole et le nucléaire, eh bien, on s'aperçoit qu'on… On va ouvrir la bretelle, donc ça, j'avais pas le temps Odette, à découvrir. pas le temps. Bon, si on reprend le charbon, le gaz, le pétrole et le nucléaire, on peut inclure dedans puisque c'est un produit non renouvelable à l'origine, ça représente à peu près, je ne sais pas, 75%. Nous produisons de l'électricité à 75% d'origine non renouvelable, hein, à l'échelle, encore une fois, mondiale. D'accord. Bon, alors comme le temps presse, si on pouvait passer la suivante, voilà. Alors, il y a un petit problème dans cette affaire-là, c'est comment gère-t-on, comment fonctionne l'économie? Toute ressource naturelle, renouvelable ou non, on a dit, c'est gratuit. Donc, dans les prix, qu'est-ce qui rentre en compte dans le prix? Il rentre en compte le travail humain. Et alors, on peut se poser la question, c'est-à-dire la partie énergie de nos petits muscles, plus le recyclage, disons, de ce que nous avons mis de côté. Et ça représente le prix. Alors, on peut se poser la question, oui, mais alors aujourd'hui, en 2020, quelle est la part de l'énergie gratuite que l'on préserve et que l'on transforme et qui se présente la grande flèche, vous voyez, avec un éclair dessus, par rapport à notre énergie à nous? Eh bien, le calcul a été fait en moyenne, dans le temps et dans l'espace, c'est qu'aujourd'hui, nous consommons 200 fois par individu l'énergie que chacun de nous utilisons. Moi, ça m'a paru assez curieux parce que j'avais pas pensé quand même que c'est vrai que lorsqu'on a un petit tricot en coton qui est venu de Chine, ce qu'il représente en énergie, il a fallu l'assommer, il a fallu le récolter, il a fallu l'arroser, il a fallu le tisser, il a fallu le transporter, il a fallu le commerce, etc., etc. Et finalement, toutes ces énergies intermédiaires représentent en gros 200 fois l'énergie humaine qui est introduite dans la chose. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jean Covici. Bien. Alors, le problème, si on va un peu plus loin dans ce raisonnement, c'est de se dire, aujourd'hui, il se passe quand même une petite chose. Si vous avez vu le nuage jaune qui est là-haut, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est finalement toute l'énergie fossile, en grande majorité, on ne fait rien d'autre que de la brûler. On la brûle, on obtient de l'énergie, on est content, on fait marcher notre tourne-disque, notre machine à café, mais on fait du gaz carbonique. Et la nature n'est plus en mesure de recycler ce gaz carbonique. Et c'est là le problème, c'est qu'aujourd'hui, on pourrait expliquer une partie du réchauffement climatique, c'est pas moi qui le dis, avec ce produit ce gaz carbonique que nous avons nous-mêmes généré comme sous-produit indésirable, mais quand même. Alors, la dernière image, pour vous donner, voilà, c'est qu'en réalité, si on résume ce que je viens de vous dire, eh bien, on s'aperçoit de la chose suivante, c'est que finalement, qu'est-ce qu'on prend? Vous avez à gauche tout ce qu'on a gratuitement dans le sol, les minerais, l'énergie, tout ce qu'on veut. Dans le sous-sol, on a tous les produits qui commencent par N, NH, hein, le pétrole, etc., etc. On ressort tout ça et on fait brûler tout ça. Toute l'énergie que l'on sort du sous-sol se termine en énergie thermique et donc en production de CO2. Et comme nous l'avons vu que l'énergie du sous-sol, plus les minerais, plus tout ce qu'on veut, tout ça c'est gratos, c'est offert par la nature, eh bien on s'aperçoit que notre PIB qui représente nos loisirs, nos métiers, les vacances, etc., les études, passions, etc., c'est rien d'autre que le PIB. Alors, moi, j'en suis là de ma réflexion parce que finalement, notre PIB, c'est nous avons chacun 200 esclaves, des esclaves mécaniques qui consomment 200 fois plus que nous.
Et nous multiplions par également. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est si on voulait revenir, ne plus faire de CO2, eh ben, si on veut diviser la production de CO2 par 2, à l'énergie près, solaire près, qui représente peanuts, eh ben, il faudrait diviser le PIB moyen par 2. Voilà. Autrement dit, si vous avez 2 voitures, ben, on en enlève une. Si vous avez un ascenseur, vous l'enlevez, etc., etc. Alors, j'en suis resté là de mon analyse de Jean Covici, mais et je vais la poursuivre. C'est une autre façon de voir un petit peu ce que nous faisons de l'énergie. Alors, pourquoi est-ce que je n'ai pas pris le temps de vous faire un laïus un peu mieux structuré? C'est tout simplement parce qu'il m'a semblé que, et Serge nous l'a montré tout à l'heure, c'est qu'il y a des choses hautement techniques qui font que nous allons parler énergie dans les semaines ou dans les mois futurs. Et il m'a semblé que ce n'était peut-être pas, en introduction, tout à fait inutile de vous présenter, à ma manière, bien sûr, ce que j'ai retenu de Jean Covici. Alors, bien entendu, je me prépare à recevoir sur le dos vos fourches codines. En tous les cas, je vous remercie. Daniel, je te rassure, ton flash que tu viens de nous montrer, un flash assez structuré, lance, de mon point de vue, et je pense que Marc sera d'accord également, tout ce qu'on a prévu comme temps qu'on va dédier à l'énergie. En particulier, je regarde maintenant le programme à venir. Le 25 janvier, il vous est dédié. Donc, je vois très bien, toi, Daniel, lancer la séance du 25 janvier en t'appuyant sur toute l'étude que Richard nous a fait parvenir. Et attends, je t'attends. Je pense que, étant donné que je vous ai donné en préambule mon incompétence, moi, je pense que peut-être, je ne sais pas, Richard, par exemple, ou toute autre personne pourrait bien nous faire un petit exposé qui irait dans la continuité. Autrement dit, on passerait le relais à quelqu'un d'autre. Et puis ensuite, on accumulerait un peu ce savoir pour savoir si nous sommes en mesure de faire une synthèse. Parce que oui, écoute, tu es tout à fait reconnu comme l'homme de la synthèse. Et tu as autour de toi, tu as Richard et peut-être d'autres également qui vont faire une équipe que j'appellerai énergie, mais il faut quand même un meneur. Ça ne peut pas être ni Marc ni moi, donc c'est un des pros que vous êtes. Alors, après ce que j'ai entendu sur Serge Launay, je pense que vous choisissez le plus mauvais. Hein, vous êtes prévenu. Le plus mauvais va s'améliorer comme un vieux vin de Bordeaux. Ah oui. Non, mais honnêtement, puisque en fait, je pense qu'il sera intéressant que nous passions le relais, par exemple, je ne sais pas, regardez, je ne sais pas si c'est Richard Marino, pardon, qui a comment on peut dire, une pléiade de diapos. Hein. Est-ce qu'il ne peut pas, au travers de ça, nous faire un petit exposé de son propre diapo? Alors, si je peux reprendre la parole 2 minutes à ce sujet, moi je suis tout à fait d'accord pour commenter les deux premiers. La première, c'est au niveau de l'énergie mondiale, ça rejoint un peu ce que vient de dire Daniel. La deuxième série, ça sera plutôt centré sur l'énergie en France. Alors, d'autre part, moi, j'ai pratiquement aucune si ce n'est l'intérêt que je porte à l'énergie et aux énergies. D'où le petit travail de compilation que j'ai fait et que je suis tout à fait d'accord pour commenter dans les prochaines réunions. Très bien, Richard. Donc, je te note pour le 25 janvier, dans une semaine, la tribune sera à toi. D'accord. Okay. Ensuite,
le 1er février, parce qu'on va quand même se donner quelques cassures pour ne pas être saturé d'énergie, le 1er février, André Soz nous démontrera qu'il y a de l'eau qui passe sous les ponts quand même, et que ça peut être également une source d'énergie. André, tu es d'accord? Le 1er février? Ben oui, il est dédigné volontaire. Bien. Ensuite, le 8 février, encore énergie. Le 15 février, on invitera des conférenciers, des groupes professionnels. On aura Boucher qui va nous parler du management de la qualité dans toute l'école de la qualité, les cercles, l'excellence, le zéro défaut, le faites bien du premier coup et surtout management par la qualité, mieux que management de la qualité. C'est Boucher le 15 février. Le 22 février, nous aurons encore un Gazard, Nicolas Devienne, que Katox a contacté, qui nous parlera d'une carrière dans les médias et la culture. Donc, on va découvrir, bien sûr, que la culture, je vois Madame Fred, là, elle sait de quoi il s'agit, et de toute façon, j'espère qu'on la reverra, Alfred, hein, ton épouse encore, sur la culture telle qu'on l'aperçoit au Pays Basque. Quand il Alors, un petit peu aux autres aussi. La culture, c'est quand même de l'énergie intellectuelle. Le 1er mars, on Martigues. va revoir les Martigues. Martigues. Ils sont là, les Martigues, où ils sont prêts et ils s'améliorent au fil Ils des sont pas encore semaines. prêts, hein. On y travaille. Le 1er mars, vous voyez, ça nous laisse Oui. plus d'un mois. Le 8 mars, vous avez encore, on fera une clôture de l'énergie parce qu'il y aura encore des scories à revoir. Et le 15 mars, je me suis réservé, moi, personnellement, l'énergie, non pas le nucléaire, ni le solaire, ni l'éolien, l'énergie humaine, à travers les chants et la parole. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous a appris aux arts? Que les traditions passaient par les chansons. Donc, c'est de l'énergie. Oui. Et le 22 mars, développement durable avec Capelli Gérard, qui est un Gazard, avec également la RSE, toute la culture de la responsabilité sociétale en entreprise. Et là, nous serons pas loin du printemps. D'ici là, on aura trouvé quelques vedettes de passage qui viendront occuper l'estrade. Et on se démasquera. Eh bien, bravo. Alors, Bravo. l'énergie qui vient C'est Ferrand. de la musique, je vais vous en donner quand même quelques passages. Voyons ça. Voilà à quoi ressemble l'énergie à travers la musique. Tu devrais mettre plus fort, Denis. Oui, on n'entend rien. Je n'entends rien. Vous n'entendez rien? Rien. On n'entend rien. T'as chevauché des voix. Denis, t'as qu'à chanter. Ça manque d'énergie. Il n'y a pas de... L'énergie froide. Alors, qu'est-ce qu'on va entendre? Elle est figée. Là, on est dans l'énergie du désespoir. Hein. Très bien. Très bien. Sabine. Pas convaincant. Allô? C'est pas convaincant. Non. Peut-être que Jean-Claude Largounès va nous chanter quelque chose, ça fera office. Ah oui, oui, je l'ai envoyé tout petit peu, non? Ouais. Non, ce que Nous, je Martigues. veux dire. Marc, mets-nous Martigues. Adieu Venise provençale. On avait eu des chants basques. Le pays, On est
Voilà. Une des deux, puisque l'autre le manger. Voilà. Celui que le papier peint à rayures. Ok. Il a oublié de couper son micro, que devrait faire beaucoup, parce que dès que le téléphone sonne, on a de suite quelqu'un qui interfère. Voilà. Allez, et bien bon courage. Ok. Bonsoir. Dis, Monsieur Ferrand, là. Oh, Monsieur Ferrand, tu m'entends? Il est parti. Monsieur Daniel Ferrand, il vient de revenir. Daniel Ferrand est là, oui. Eh bien, pourquoi tu ne coupes pas ton micro? Ah. Ah, excuse-moi. On va tout savoir après. J'ai rien fait, là. Si, tu as téléphoné. Qui est-ce qui manipule, là? Voilà. C'est une nouvelle vie, ça. Oui. Ça vous va? Voilà. Ça a été des bâtons rompus aujourd'hui, mais ça a été bien sympathique. Hein. Alors, Daniel Géry a parlé de CO2. Oui. 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 Et il y en a combien de CO2 dans l'air? Ah, on ne remet pas ça sur le tapis. Oui. Non, mais je te répondrai, mais tout de suite. Il y en a 4/10 millième. Alors, c'est pas ça qui nous empêche de vivre. Hein. Ouais. C'est certain que Charles Vernet a dû se retourner dans sa tombe. Oui. 0,4 pour 1000. Je suggère. Allez, bonsoir, messieurs, dames. Jean Covici. Voilà. Bonsoir, messieurs, dames. Daniel, si tu t'en vas pas tout de suite, là, on coupe pas. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, sur ta dernière vue, j'ai trouvé que c'est magnifique ce que tu as fait, je t'en remercie. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Il y a un point où tu pourrais ajouter à côté du CO2, quand la combustion de C et de H, ça donne CO2 et H2O. De façon à pouvoir dire, parce que beaucoup de gens l'oublient, que l'eau est le résultat également d'une oxydation. Et vouloir retrouver de l'hydrogène à partir de l'eau ou du carbone à partir du CO2 pour les refaire brûler, c'est une absurdité, bien entendu, parce qu'il faudra comment dirais-je, renvoyer suffisamment d'énergie pour faire marcher le cycle à l'envers. C'est évidemment une absurdité, ce que beaucoup de gens ne savent pas comprendre. Et voilà ce que je voulais ajouter. Moi, ce que je voudrais te dire, c'est la chose suivante, c'est que il y a un problème. Il faut poudrer, c'est vrai. Et finalement, quelle est l'énergie, si on pouvait expliquer dans un petit croquis, l'énergie nécessaire pour dissocier ce grand mariage à trois. Hein. Il y a H, O et puis l'autre H. Autrement dit, quelle est l'énergie de liaison qu'il faut vaincre pour récupérer l'hydrogène? Car en fait, finalement, l'hydrogène, il n'existe pas sur la planète. Non, il n'y a que de l'eau. Et bien voilà. Donc, nous sommes d'accord. On est de l'eau ou bien des hydrocarbures, puisqu'il s'appelle hydrocarbures. Alors voilà, puisqu'on en parle là, puisqu'on veut aborder ces sujets, il me semble, hein, puisque on m'a désigné d'office. Alors bon, je crois quand même qu'il faudrait qu'on ait notre approche quand même technique, mais tout en restant didactique.
Tout à fait. C'est bien ce que je pense exactement, tu le sais. Parce qu'autrement, ma concierge ne sera pas contente. Eh bien, Parce faut que l'on que parle tu vois. Alors, Regarde, ma concierge, si tu prends On a juste- dépassé le temps là. on peut rester encore un peu, non? Dépassé le temps est parti. Allez, C'est le maître- bonsoir messieurs, dames. Bon, le maître de l'horloge. Marc, est-ce que c'est dérangeant? Parce que le rapport de 200 énergie de Nome, énergie consommée, si je puis dire en général, oui, ben, tu le retrouves, mais en plus grand. J'ai fait le rapport là, calcul de l'esclave énergétique, l'homme qui fait 17 tonnes de terre avec sa pelle sur 1 mètre de haut, tu vois, le oui, cuirassier. Bon, eh ben, moi qui ai été dans les travaux publics et qui ai vu l'emploi des gros chargeurs sur roues, sur chenilles, par exemple, le Caterpillar 988, en un seul godet, un coup de godet, il te prend les 17 tonnes, oui. il les monte à 2 ou 3 mètres. Et quand tu fais un rapport rapide, mais même de tête, tu trouves un rapport de 1 à 1000, tu vois? Et attends, je peux même te dire la chose suivante, mais j'ai voulu raccourcir au maximum pour le propos que j'avais, cette Et synthèse. c'est pas une critique, tu as très bien fait Non, tout ça. non, mais tu vas comprendre. Mais bien sûr, il n'y a jamais de critique entre nous, c'est amical. Mais cette synthèse m'intéresse particulièrement. D'abord parce que je voudrais bien y trouver une faille pour pouvoir voir si M. Jancovici ne nous en bobine pas trop. Mais il donne quand même des valeurs. Il dit par exemple, alors cette histoire de 200, il faut savoir l'apprendre, hein, Oui. il dit quand même qu'un Caterpillar dont tu parlais, c'est l'équivalent énergétique musculaire de 10 000 hommes. Wow, peut-être. Hein, Calcul. Mais il dit qu'un tracteur, un simple tracteur sérieux dans les campagnes, c'est 5 à 600 hommes. Oui, 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 mais le Caterpillar, ça fait au moins un rapport de 1000. Oui, Bon, oui. c'est la raison pour laquelle, si j'ai du courage et de la capacité, je vais continuer l'analyse que j'ai fait à grand coup de cercle là, pour essayer de lui donner une forme plus sérieuse, plus didactique et moins perturbée, moins polluée par tout un tas de choses qui se seraient introduites dans son savoir. Parce que je soupçonne que M. Jancovici a un verbe tellement puissant que par moments, il est tellement sûr des choses que je me méfie, peut-être à tort, mais enfin… Il enjambe les problèmes avec une agilité incroyable. Voilà, il saute, tu comprends? C'est un kangourou, c'est pas un comme toi et moi, tu vois. Mais je crois que les polytechniciens… Alors, vous n'écoutez pas, parce que c'est vraiment en aparté. Voilà. J'ai eu comme patron un très grand polytechnicien qui montait très haut, mais je ne dirai pas son nom. Et ce monsieur-là, je lui avais fait un exposé assez complexe. Et à la fin, il m'a dit vous avez fait une erreur, vous m'embistrouillez. Hein, je me suis dit, mais comment il sait? Eh bien, il avait un cerveau, ce gars-là. Il avait tout simplement compris qu'une fois dans mon raisonnement, qui n'était pas truqué, j'avais fait une erreur de, comment on pourrait dire, de cohérence. Ah oui. J'étais sensible à la cohérence. Ah, très bien. Et j'ai remarqué d'ailleurs que dans beaucoup de polytechniciens, puisque celui qui m'a remplacé était un bon polytechnicien, je l'ai donc un petit peu formé à mon travail, eh bien, il avait, comment pourrait-on dire, il avait une logique à lui. Il avait une logique à lui pour analyser les choses. Ah oui, oui. Bon, alors, j'ai cru comprendre que tu étais un grand amateur de mathématiques. C'est toi qui parlais. Ça peut arriver, oui. Hein? Oh ben oui, mais enfin, quand même, alors, est-ce que vous allez me tomber sur le dos si je dis que notre génération, sauf qu'en particulier, a surtout travaillé avec la règle de 3? Je me tromperais beaucoup. La règle de 3 est la règle à calcul, il ne faut pas l'oublier. La Poutrax, ça n'existe pas, la Poutrax. On n'avait que ça. Mais je me suis rendu compte que lorsque j'ai eu, à un moment donné de ma carrière, obligé de faire du calcul, j'avais une 50aine d'années,
je devais être amené à œuvrer dans le calcul matriciel, qui est pourtant quand même pas grand-chose. J'ai eu bien du mal à m'y remettre. Oui, mais on a tous été un petit peu pareils. Et Ben on a oui. utilisé dans notre carrière de jeunes ingénieurs qui étaient sous nos ordres et à qui on a refilé le travail. Ok, bon, allez, tu convaincras, tu vas arriver à convaincre ta concierge et moi la mienne. tu Oui, vois. mais attends, mais ma concierge, elle n'arrête pas de me parler d'énergie. Mais c'est vrai ce que je racontais. Il y a un de ces gosses, c'est ça le gosse qui a cassé un jour ma vitre, son ballon. Oh, il m'a dit, monsieur, il est plein d'énergie. Il est plein d'énergie. Il en déborde même. Ah, voilà. Hein, Oui, voilà. oui. Il montrait que pour Ok. elle, l'énergie, c'était un vase, et puis de temps en temps, il y en avait qui débordaient. Non, Daniel, Daniel, C'est nous qui je vois que débordons, hein. tu as assez de matériaux, pour meubler la séance du 25 janvier. Bravo. Ce qui montre bien, Il est bon, il y en a des moins le bons. meilleur moyen, c'est de la fermer. Alors, Tu as évoqué la règle de 3, mais il y avait également la croix de Saint-André qui nous permettait de calculer le pourcentage dans les alliages. Je ne sais pas si Oui, ça mais te rappelle. lorsque tu vas par là, moi, ça m'a mis la tête à l'envers. Tout à fait. La croix de Saint-André. Bien. Merci de votre attention. Et on vous donnera le rapport du planning tel que je l'ai énoncé verbalement. Marc, Mais je crois tu m'entends, hein Marc, Pierre, allez-y, vas-y. que c'est le mot, le gamin. Daniel, il y a Pierre, allez-y, là, qui voulait parler. Là. Hein. Et j'aimerais dire 3 mots. Dans les prochaines séances sur l'énergie, j'aimerais bien qu'il y en ait une consacrée à l'EPR. L'EPR, le problème, il semble, mais j'aimerais bien savoir si c'est la vérité, qu'il y ait un problème technique de soudure. Et j'ai toujours considéré dans ma carrière que notre métier, l'objectif numéro 1 des ingénieurs, c'est de résoudre les problèmes techniques. Or, je ne comprends pas pourquoi, comment on n'arrive pas à résoudre ce problème de soudure qui fait, paraît-il, qui est la raison du retard et de l'augmentation de prix des centrales EPR. Voilà. Donc, c'est ça que j'aimerais bien dans les 6 ou 7 séances consacrées à l'énergie. J'aimerais bien qu'il y en ait une sur l'EPR et que ce ne soit pas une séance de politique, mais que ce soit essentiellement de la technique. Pourquoi, comment on n'arrive pas à résoudre ce problème de soudure des centrales EPR. Voilà. Merci, messieurs. Bien noté, Pierre, bien noté. Vous avez écouté l'intervention de Delaunay ? Pierre, allez-y. Je crois que tu es trop près du micro. Hein? Vous m'entendez là? Oui, mais tu es trop près du micro. Il y a des vibrations. Non, mais est-ce que vous avez est-ce que mon message est passé? Oui, mais c'était trop fort. Alors, Hein? C'était trop fort. est-ce que tu as écouté en son temps l'exposé de Delaunay sur le PR? Pardon? As-tu écouté en son temps l'exposé de Serge Delaunay sur le PR? Oui, d'accord, mais aujourd'hui, c'est 6 mois après, et le problème existe toujours. Et le problème de soudure existe toujours. Donc pourquoi, comment l'aéronautique qui fut notre pain de toute notre carrière, aujourd'hui, ce qui fait la valeur d'Airbus
par rapport à Boeing, c'est la validité des choix techniques et les problèmes techniques qui ont été réglés chez Airbus et un certain nombre de problèmes techniques qui n'ont pas été chez Boeing et qui ont conduit à deux accidents mortels. Donc, ça me paraît un problème important. Et encore une fois, c'est l'objectif des ingénieurs, c'est de régler les problèmes techniques. Denis, tu peux peut-être voir avec Serge Delaunay si tu peux nous faire une mise à jour sur le PR. Marc, tu peux me le permettre, j'ai en mémoire, pour avoir beaucoup apprécié l'exposé dont tu parlais, que nous a fait Serge sur le PR, qui était, je crois, plus une critique justifiée de la sécurité. C'était à mon avis, la sécurité, je dirais personnellement. Oui, non, mais ça ne serait pas mauvais peut-être que Denis, en tant que maître du calendrier, demande à Serge s'il est prêt à nous faire une mise à jour sur tout ce qu'il nous avait pu nous raconter en son temps, quoi, parce que les choses ont évolué quand même. Hein. Oui, on risque de buter sur des contraintes de confidentialité encore. Donc, il nous faudrait vraiment quelqu'un qui soit au cœur du chalumeau, entre guillemets, quoi. C'est Serge Delaunay. Hein. Serge, Oui. il a été même rappelé par EDF pour s'occuper du problème. Alors, on ne peut pas rêver mieux. Hein. Non, je remonte vers Serge, alors. Oui. Je pense ça. Vous avez dû voir qu'une fois encore, on a annoncé un retard de 2 ans. Alors maintenant, on parle plus de, je ne sais plus si c'est 2020 ou 2024. Donc, et à la base, à la base de ces problèmes, il y a des problèmes techniques qui doivent être réglés par les ingénieurs. C'est notre métier. Oui, le message est bien compris, Pierre. Bon. Tu as raison. Incidemment, c'est plus notre métier que le métier de consultant qui nous a été exposé il y a une semaine. Je n'avais pas de micro, donc je n'ai pas pu donner mon avis, mais personnellement, je n'ai jamais utilisé les services des consultants. J'ai fait toute ma carrière avec les amis et les techniciens qui étaient avec moi, qui étaient sous mes ordres, et les rares fois où des présidents m'ont donné l'ordre de consulter les consultants, j'ai considéré qu'ils étaient complètement nuls. Voilà. Pierre, je crois que nous avons eu de la chance que ton micro n'ait pas bien marché la semaine dernière. Nous l'avons échappé belle. Merci les amis, merci. Ça va, vous m'entendez là? Ah oui. Oui. Bon. Hein? Fred, m'entend? Oui, on t'entend trop fort. Bon. Tu parles Voilà les amis. Voilà ce que je voulais dire. Mais c'était clair. Bien, tu as été super. Allez. Denis? Non, j'ai compris que ce n'était pas un consultant en cordon de soudure qu'il faut que j'invite, alors. Oui. Voilà. Moi, je préfère encore une fois les techniciens aux consultants. Oh, à la limite, à l'Institut supérieur de la soudure, qui ne soit pas politique non plus, qui ne soit pas partisan. Serge Delaunay, il a fait l'Institut supérieur de la soudure, hein, en plus des arts. Hein. Oui, oui. Bon. Voilà les amis. Bien noté. Bien, Le père survivra aux soudures.
lié périodiquement au soudeur. Incidemment, Je vais aller acheter des bougies. j'ai une amitié particulière pour le compagnon qui a soudé le premier carter intermédiaire du CFM 56. C'est un garçon que j'ai appelé ce matin, comme chaque année, et je lui souhaite une bonne année. C'est lui qui a soudé le premier carter intermédiaire, et après lui, il y en a eu 33 000 carters intermédiaires qui ont été soudés avant le montage des moteurs. C'était quoi, Pierre, du titane ou de l'inox? Titane. Oh, dis donc. On a commencé par du 17 pH, donc ça devait être de l'inox, et on est passé ensuite au titane. Mais moi, j'ai un peu la même anecdote. À l'époque où chez Dassault on a lancé l'étendard 4, la crosse d'appontage, il a fallu mettre une couche de titane pour pas que le câble bouffe toutes les crosses. Et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de professionnel du titane. Si j'avais connu ton compagnon, je serais venu le voir. Le nôtre était parti en retraite. J'ai dû aller le chercher sur le bassin d'Arcachon et lui payer un pendant pour qu'il vienne souder du titane à Mérignac. Eh oui, c'est une soudure très sensible, le titane. Et on a très peu de spécialistes en France. Merci. Oui, mais on en a formé et les problèmes ont été résolus. Je ne comprends pas pourquoi, comment, sur cette foutue, on n'arrive pas à régler les problèmes techniques. Quand elle est venue visiter l'atelier machine, la seule chose qu'il a regardé. Les amis. Peut-être que le cercle de Legolang va trouver une solution. Maybe. Le moyeu du rotor arrière, oui. Bon, eh bien, on va peut-être le souhaiter. Hein? Merci. La bougie est éteinte, on peut arrêter, Marc. Allez.